Bonjour, chers collègues. Aujourd'hui, c'est vraiment un bonheur et un grand honneur pour moi d'être ici avec vous pour échanger un peu mes recherches ou bien mes points de vue. Je remercie ici sincèrement le comité de l'organisation de m'avoir donné cette occasion. Alors, le titre de mon intervention d'aujourd'hui, c'est Identité et altérité dans une société globale. Pour voir plus clairement, je m'excuse d'ailleurs, de m'asseoir. Lors de la question, je vais me relever. Donc, d'après moi, pourvu que le moi contacte et échange ou coopère avec l'autre, il existe la rencontre, l'impact, voire le conflit entre l'identité et l'altérité. Cela devient d'autant plus évident que la distance culturelle paraît grande. C'est vrai que le moi, l'autre, ça peut exister dans la même culture, ça peut exister entre les collègues de la même, c'est-à-dire de la même nation, la même université. Mais quand on dit l'altérité, d'ici, du point de vue de l'enseignement de la langue étrangère, nous parlons principalement, c'est-à-dire c'est la distance, il existe une distance culturelle, distance vraiment entre deux sociétés, deux cultures. Donc, plus cette distance est grande, plus c'est évident. Alors, quelle attitude adopter devant ces identités et altérités qui impliquent le savoir-être et la compétence intellectuelle et influencent directement l'apprentissage d'une langue étrangère et notamment la communication interculturelle. Pour mieux comprendre cette identité face à l'altérité étrangère, nous avons effectué 38 interviews auprès des étudiants chinois de français et des expatriés français en Chine dans la province de Guangdong, dans la Chine du Sud. Donc ici, les étudiants sont ceux qui ont fait des stages ou bien qui sont nouvellement diplômés et travaillent déjà dans des entreprises étrangères et des expatriés, ça je n'explique pas. Donc les étudiants, c'est au nombre de 20 et les expatriés français, c'est au nombre de 18. Parce qu'au début, j'ai dit que 18, mais finalement, les interviewés ont nous recommandé 2 candidats de plus, donc c'est 20. Voilà. Pour les expatriés étrangers ou pour les étudiants dans une situation ou un milieu exolingue, comme en stage dans une entreprise française, ou bien comme c'est-à-dire employés dans une entreprise française, ils subissent une rupture par rapport à leur situation antérieure. Un changement d'espace, de temps, de langue, un isolement de leur réseau habituel, de leurs parents, de leurs amis. Ils s'exposent à un autre regard, une étrangeté aux yeux d'autrui. Voilà. Cette rupture, ce changement crée une incertitude, une angoisse, tant chez les expatriés que chez les étudiants. Certains éprouvent un sentiment de solitude et ont l'impression que leur identité est menacée. Ils s'y attachent alors davantage et pourraient s'enfermer dans leur identité. D'autres cherchent à reconstruire un espace social et leur identité. Ces mécanismes de défense peuvent se diviser, d'après nos observations dans l'enquête, en 3 catégories d'attitudes différentes. Les attaques ou intimidations défensives, les fuites ou les blocages défensifs et les stratégies d'agrégation.
On parle d'abord de l'attaque ou intimidation défensive. Les attaques et intimidations défensives peuvent se traduire par les démonstrations de puissance ou de violence destinées à neutraliser les atteintes et la dévalorisation de l'identité. Je cite ici un exemple de la bise entre une jeune Française et un étudiant de français chinois. C'est-à-dire, je cite un petit peu leur citation. Un étudiant chinois enquêté a dit « Récemment, il m'est arrivé un incident. Un ami français m'invite à dîner avec d'autres Français. Lui et moi, nous sommes les premiers au restaurant. Peu après, un Français et deux Françaises arrivent et s'assoient en face de moi. Ils se disent bonsoir et une des deux filles s'approche de moi. Que veut-elle faire? Elle me tente la joue. Je suis gêné parce que les Chinois ont une petite entre hommes et femmes, ne fait pas, sur les amoureux, ne fait pas de bise. Hein. Donc, elle me tend la joue, je suis gêné, mais je lui fais quand même la bise et je me recule. Parce que je crois que c'est fini. Or, elle me tend l'autre joue, ouais, et j'ai déjà le corps bien redressé. Il y a déjà une distance entre nous. En apercevant ma réaction, elle me dit « Tu n'es pas français ?» Moi, je suis très gêné, je réponds « Non ». Je la trouve finalement beaucoup plus gênée que moi. Elle retourne à sa place avec un visage allongé. Elle ne me parle pas. En effet, ce n'est pas ma faute. J'ignorais cette façon de faire. Je croyais qu'une seule bise était suffisante. Alors, ici, l'étudiant chinois a mis la française dans l'embarras parce qu'il pensait qu'une bise était suffisante. Hein, et lui a posé tout de suite la question « Tu n'es pas français ?» Bien sûr, la réponse est évidente. Hein. L'interrogation n'est qu'une reproche, une attaque, parce que son habitude comportementale n'a pas été respectée. Surtout avec son attitude après, hein, suivante, on constate que vraiment la Française n'est pas contente. Hein. Fuite ou blocage défensif. Vu les limites de leur connaissance linguistique et culturelle, les étudiants ont des difficultés à poursuivre en français une conversation ou une discussion en profondeur avec des Français. Craignant d'être mal vus ou ne supportant pas le statut d'auditeur, certains évitent désormais le plus possible à participer à ce genre de discussion. Par exemple, lors d'un buffet, d'un cortège ou de manifestations cérémonieuses, ils saluent les Français qu'ils connaissent et se recoupent ensuite entre les Chinois. Ils se trouvent plus rassurés et plus à l'aise parce que leur identité y est mieux protégée. Je pense que le même cas existe chez beaucoup d'étudiants chinois qui font son séjour en France. Hein. Ils aiment beaucoup rester ensemble au lieu de chercher à contacter le plus souvent les natifs. En effet, c'est un phénomène que je constate que ce n'était pas seulement chez les étudiants chinois. Beaucoup d'étudiants asiatiques aiment se regrouper pendant leur séjour en France. Ça, une des explications, c'est que leur identité y est mieux protégée quand ils sont ensemble. Le regard d'autrui est perçu ici comme un risque négatif sur l'identité. On réagit par le repliement défensif au détriment de leur motivation à communiquer avec les Français ou les autochtones. Stratégie d'agrégation. Les stratégies d'agrégation consistent à s'approcher de la culture de l'autre, à imiter des comportements de l'autre, à essayer de s'insérer dans la société d'accueil pour les expatriés
et dans le milieu de la culture cible pour les étudiants. À côté des comportements ou des stratégies d'agrégation, de fuite et de blocage que nous venons de citer, il faut noter que beaucoup d'interviewés se montrent ouverts à l'altérité. Ils s'immergent dans la culture de l'autre pour mieux comprendre ce dernier. Ainsi dit une étudiante, puisque nous apprenons le français, il nous faut connaître et accepter la culture de cette langue. Certains essaient même de comporter comme des natifs, dit une autre étudiante. Si je ne sais pas comment me comporter, je fais comme la personne qui est en face de moi. J'essaie de me fier à ce qu'ils font. Lors d'une incompréhension ou d'une difficulté de la communication, au lieu de juger tout de suite, il accepte l'ambiguïté et cherche à comprendre autrement. Ainsi dit une interviewée française. Le fait d'avoir appris l'anthropologie me fait dire qu'on ne dit jamais qu'une autre culture est ridicule. Il y a des choses qui changent que je ne comprends pas, mais j'attends et j'observe. Au début, c'est toujours nouveau, inhabituel, et on ne sait pas comment faire. Mais il faut penser que tout va bien se passer. Je cite un exemple aussi d'un professeur français dans mon université. Au début de son séjour en Chine, il ne comprend pas pourquoi les gens lui posent souvent une question « Avez-vous mangé ?» Donc, c'est-à-dire peut-être les gens qui connaissent un peu la culture chinoise comprennent que « Avez-vous mangé ?» en effet, ce n'est pas une question, c'est plutôt un rituel. Hein. Donc, selon lui, mais pourtant pour lui, qui ne connaît pas la culture chinoise et qui vient d'arriver, selon lui, il y a deux possibilités. Soit on veut savoir s'il a déjà mangé, ou l'inviter à aller manger ensemble. Soit on se moque un peu de lui parce qu'il mange très tard, à 8h30 du soir, alors que les gens locaux, c'est-à-dire cantonais, mangent entre 6 à 7 heures du soir. De toute façon, a-t-il dit, je ne suis pas mécontent. Il pense que ça peut être une moquerie, c'est-à-dire, mais il n'est pas mécontent. Et peu de temps après, continue-t-il, j'ai compris qu'il s'agit juste d'une salutation comme bonjour. Voilà, c'est-à-dire quand on ne comprend pas, donc au lieu de juger, il faut essayer d'attendre pour comprendre. Le vécu des interviewés relève que la stratégie d'agrégation est une approche favorable pour connaître la culture de l'autre et se faire connaître aussi. Donc, c'est-à-dire, après avoir fait notre enquête, nous constatons que les stratégies d'agrégation, de fuite et de blocage ne favorisent ni l'apprentissage du français, ni la communication interculturelle. En effet, l'identité n'est pas inerte, mais évolutive, comme Mme Danielle Moore a évoqué ce matin. C'est toujours en évolution. Il nous faut apprendre à reconstruire notre identité tout en nous ouvrant à l'altérité. L'attitude d'ouverture et d'intérêt à l'égard des personnes et des sociétés de culture étrangère et les efforts pour relativiser son point de vue et son propre système de valeurs sont apparemment indépendants de l'apprentissage d'une langue étrangère. Cependant, il demeure, d'après nous, très important pour apprendre une langue étrangère, comprendre l'altérité et apprendre à communiquer avec l'autre. C'est-à-dire, à mon avis, il est très important que l'étudiant a l'intérêt
ou la curiosité, donc hier on a parlé aussi de cette importance de la curiosité, de contacter l'autre. Il faut chercher des occasions. Bien sûr, maintenant dans un monde, disons, multiculturel d'aujourd'hui, l'occasion présente toujours, tant dans la société réelle que dans l'Internet, etc. Donc, c'est-à-dire l'occasion présente quand on cherche. La tolérance constitue un volet de l'ouverture à l'altérité. Je pense que l'enseignant doit initier et guider les apprenants à tolérer les diversités ou l'étrangeté dans la langue et la culture de l'autre. Comme Robert Gallisson a bien dit, nous prenons donc une tolérance qui ne soit pas de l'indulgence, mais de la compréhension, une tolérance active qui respecte l'autre. L'empathie reste un autre volet de l'ouverture. Elle est une aptitude à se mettre à la place de l'autre. Compréhension et acceptation des sentiments d'autrui, c'est le développement de l'empathie. Dans la communication interculturelle, nous remarquons que souvent, les interlocuteurs observent, analysent et jugent l'altérité à partir des habitudes, des normes et des valeurs propres à leur culture, ce qui entraîne des incompréhensions et des malentendus. Apprendre progressivement à penser et à agir autrement doit devenir un objectif de la pédagogie interculturelle. Les volets que j'ai cités en haut, théoriquement, c'était très évident, il paraît très évident, et même très connu de beaucoup de monde, à mon avis. Mais est-ce que nos apprenants peuvent vraiment les appliquer dans la communication interculturelle? La réponse n'est pourtant pas évidente selon notre enquête. En guise de conclusion, un individu en contact avec une culture étrangère adopte généralement une attitude empreinte de subjectivité. Mais dans la communication interculturelle, un grand attachement à sa propre identité n'aide ni mieux comprendre son interlocuteur d'une autre culture, ni à se faire comprendre par ce dernier. Tandis que l'ouverture à l'altérité en constitue un facteur favorable. Cette ouverture fait partie du domaine de l'attitude dépendant du savoir-être, de la compétence interculturelle. L'attitude d'ouverture et d'intérêt à l'égard des personnes, des sociétés et des cultures étrangères, ainsi que les efforts pour relativiser ses points de vue et son propre système de valeurs, sont apparemment, comme je viens de dire, indépendants des contenus de l'apprentissage d'une langue étrangère. Cependant, il demeure important pour comprendre l'altérité et apprendre à communiquer avec l'autre, ainsi que pour choisir les stratégies adéquates dans la communication interculturelle. Dans cette dynamique de l'ouverture de l'altérité, l'enseignant doit jouer un rôle positif, faire acquérir aux apprenants une conscience interculturelle, envisager les différences culturelles et entraîner ces derniers à la connaissance de la culture de l'autre et de leur propre culture, tout en découvrant les traces dans les documents et la pratique, et tout en conceptualisant les règles et régularités. Pour cette partie que l'enseignant doit faire, en effet, j'ai fait aussi un cours de culture, comment dirais-je, c'est francophone, de culture des francophonies. J'ai essayé de pratiquer de cette façon, mais peut-être aujourd'hui on n'a pas le temps d'en parler. Voilà. Bon, merci de votre attention.